Voilà, je vous mets ça quelques secondes encore. Rapidement, donc bien sûr, IG, leader de l'investissement en Europe. Donc, on a fêté on a plus de 50 ans désormais d'existence donc dans le domaine de l'investissement. Précision d'ailleurs également importante, c'est qu'on est coté à la Bourse de Londres et depuis cette semaine, on est sur le LSI 100, un petit peu l'équivalent du CAC 40 français, mais pour l'Angleterre. Donc, on rentre dans l'indice majeur anglais. On est rentré depuis cette semaine, ce qui permet également d'asseoir la crédibilité toujours d'IG donc sur les marchés financiers. On est ce soir donc avec Mathieu Serron, président fondateur donc de Galiléo. En deux mots, Mathieu, Galiléo. En deux mots, trading, investissement. En deux mots, non, accompagnement. Moi, je suis, je suis investisseur, trader depuis une vingtaine d'années. Donc, ça veut dire que j'investis mon propre argent depuis ce temps-là. Et en parallèle, j'accompagne les particuliers professionnels qui le souhaitent. J'élabore des stratégies que je partage et j'accompagne sur différents marchés, les actions, les indices, les devises, les matières premières, les options, les actions, je ne sais pas si je l'ai dit, en tout cas, voilà, tout ce qui est, tous les cryptos, on va en parler ce soir, c'est des choses à dire et Ouais. peut-être à faire sur les cryptos aussi. Il y a des configurations intéressantes. Donc, moi, c'est une passion que je partage et que je partage ce soir avec vous. Donc on peut te retrouver directement sur ton site web. On peut te retrouver également d'ailleurs régulièrement sur BFM Business, Ouais, tous les où tu fais mercredis. pas mal d'interventions. Ouais, tous les C'est mercredis. Tous les mercredis. D'ailleurs, je l'ai fait ce matin. Je transmets ma vision des marchés. Pour ceux qui me suivent, qui me connaissent, j'aime bien me mouiller. Donc, j'ai des avis assez tranchés sur les choses. Bien évidemment, je me trompe aussi, mais au moins, ça a le mérite d'être clair. Et encore ce matin sur BFM, ce que je disais, que pour l'instant, et pourtant les marchés étaient plus bas, mais il n'y a pas de panique. On va en parler ce soir. Il n'y a pas de panique, il n'y a pas de dégradation d'un point de vue graphique technique. Donc, moi, mon rôle vis-à--vis de vous, c'est de faire un petit peu abstraction de l'émotion qu'il peut y avoir autour. Et en ce moment, il y en a énormément d'émotions, ce qui fait que ça provoque parfois ça provoque de la prise de mauvaises décisions. Donc voilà, moi c'est ce que j'essaye d'amener lors de chacune de mes interventions. Donc ouais, BFM tous les mercredis, parfois le jeudi aussi, dans une rubrique dédiée aux options, où pendant 10-15 minutes on parle d'options, qui est mon dada. Alors, donc, l'idée ce soir, c'est de discuter notamment autour de graphiques, de graphiques boursiers. Avant de démarrer, parce que je vois que vous continuez à arriver là sur le live là, ce soir, je vous rappelle qu'actuellement, on a une offre spéciale là, sur l'ouverture du compte titre. Donc, même si vous êtes déjà client CFD, vous faites l'ouverture d'un compte titre, vous pouvez recevoir jusqu'à 150 € donc de titres versés directement sur votre compte en guise de bienvenue et en cadeau d'ouverture, donc sur l'ouverture d'un compte titre. Je vous ai mis d'ailleurs dans le chat le lien qui vous permet d'accéder directement donc à cette offre. Et puis, écoute, Mathieu, je pense qu'allez, il est temps de démarrer. Je vais te laisser donc le partage d'écran. Je rappelle que vous pouvez donc utiliser le petit point d'interrogation donc que vous avez là à l'écran. Vous pouvez poser toutes vos questions à Mathieu. Je vais donc relayer également les questions en direct. Si vous ne pouvez pas être là jusqu'à la fin, bien sûr, vous pourrez retrouver dès demain l'intégralité de ce webinaire sur la chaîne YouTube d'IG, donc le replay. Et bien sûr, au travers de ce replay, n'hésitez pas bien sûr à le liker et bien sûr à poser vos questions en commentaire si vous aviez encore des questions à poser. Allez, c'est parti, on y va. Allez, À toi de jouer, Mathieu. oui, pour être transparent avec vous, avec Christophe, on avait prévu un thème je crois, il y a 2-3 semaines, on avait prévu un thème, notamment, on va dire, donner quelques bons conseils lorsqu'on veut démarrer sur les marchés. Et puis, rattrapé par l'actualité, on s'est dit, c'est quand même dommage de faire quelque chose d'assez statique dans le contexte actuel, dans la mesure où il y a des choses à dire sur les marchés, il y a des choses à faire, et on imagine facilement que vous vous posez plein de questions. Et justement, ce rendez-vous-là, il est fait pour vous, dans le sens où posez vos questions. Christophe et moi, on n'a rien préparé.
Je vous le dis tout de suite et c'est volontaire. Moi, j'ai plein de choses à vous dire. Christophe a aussi des choses à vous dire, mais on n'a pas de, il n'y a pas de, il y a pas de fil conducteur. Donc moi, ce que je vais faire dans un premier temps, eh bien, on va faire une analyse globale de la situation, regarder les niveaux majeurs sur les indices. Je parlais de crypto aussi, il y a des choses à faire sur les cryptos. J'ai quelques idées de valeurs, et plus que des idées, puisque moi, j'en ai fait des idées sur des valeurs, des choses à faire, à suivre. Mais si vous avez, vous, des valeurs en portefeuille, si vous vous posez des questions sur telle ou telle valeur, tel ou tel indice, surtout, n'hésitez pas. Ce rendez-vous se veut interactif. N'hésitez pas à poser vos questions, partagez-nous vos préoccupations, et puis, ben, dans la mesure du possible, on essaiera de vous amener, de vous fournir un avis objectif, comme je le disais tout à l'heure, ce qui est difficile quand on fait cette activité-là, donc je parle de l'investissement, quand on est sur les marchés, c'est qu'on est soumis à beaucoup d'émotions, positives, négatives, mais beaucoup d'émotions. Et ces émotions-là, bah, ce sont des informations qu'il faut être capable d'intégrer. Alors moi, ça fait 20 ans que je suis sur les marchés. J'ai fait de bonnes choses, j'ai fait des choses moins bonnes, et j'en ai tiré une façon de travailler. Après, je ne dis pas que ma façon de travailler est parfaite, loin de là, ça n'existe pas. Je ne dis pas forcément qu'elle est adaptée à tout le monde, mais moi, ce que j'essaye de faire vis-à-vis de ceux qui me suivent, c'est d'être un catalyseur. Je fournis des idées avec un suivi derrière. C'est pas juste je balance une idée et puis débrouillez-vous. Moi, je suis analyste, mais j'exploite mes idées aussi. Et c'est ce qui fait la grande différence par rapport à beaucoup qui sur les réseaux mettent des graphiques dans tous les sens et puis ils en diffusent tellement que dans le lot, bah, y a du bon. Moi, j'essaye vraiment de partager ce que je fais. Je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Vous voyez, c'est vraiment moi mon leitmotiv. Donc, et j'imagine que j'ai des clients à moi qui sont avec nous ce soir. Ils pourront probablement confirmer. Donc, commençons par un tour d'horizon sur les indices. Alors, moi, le message, ouais, le message que j'envoie depuis le début de la semaine et encore bah, ce matin, on va dire publiquement sur BFM, c'est que d'un point de vue graphique, technique, il n'y a pas de warning. C'est-à-dire que contextuellement, bien évidemment qu'il y a un warning. On a une ambiance qui est assez particulière, pesante, oppressante. Euh, mais quand on analyse les choses froidement d'un point de vue purement graphique technique, et je ne parle pas là de macro, des conséquences de ce qui se passe sur le pétrole, l'inflation, tout ça. Bien évidemment qu'on doit l'intégrer également dans ces prises de décision, mais là en ce moment, il y a tellement de choses à intégrer que bah, il faut essayer de simplifier au maximum les choses. Moi, je considère, et comme tous ceux qui sont partisans de l'analyse graphique et technique, je considère que tout ce qui est utile pour nous pour prendre des décisions est dans le graphique. Et quand on regarde, par exemple, bah, prenons le CAC, l'indice domestique, quand on regarde le CAC 40, qui a été en surperformance assez forte depuis le début de l'année, qui est revenu à la case départ. Les marchés, souvent, on dit ils montent par l'escalier, ils descendent par l'ascenseur. Et c'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a eu ici, où il a fallu, si on reprend par exemple, allez, le point de départ, le 1er janvier, on était à 8000, 8000 puis ici, on était à 8000, on va dire, allez, à 8200. On est monté à plus de 8600 et puis on est retombé à 8100 pour être ce soir à 8200. Donc on est revenu à la case départ. Tout ce qui s'est passé, toute la hausse d'ici a été gommée. Pour autant, est-ce qu'il y a une dégradation forte? La réponse est non. La dégradation forte, pour moi, elle apparaîtrait là-dessous. Donc je vous ai dessiné ici un rectangle bleu. On a une zone 7950, on va dire une zone autour de 8000. On a une zone 7950, 8050. Tant qu'on est au-dessus, moi je considère qu'on est plutôt on reste du bon côté, on reste avec une tendance de fond qui reste haussière. Si jamais on venait à l'enfoncer, on aurait un warning. Donc, dans cette phase-là, qu'est-ce qu'il est possible de faire? Il est toujours possible d'acheter des valeurs. Et c'est là où, quand on investit, il faut avoir un plan. Bien souvent, vous allez sur les marchés un petit peu la fleur au fusil, considérant que le bon sens va suffire. C'est-à-dire qu'après tout, vous avez une chance sur deux, ça monte ou ça baisse. Si vous faites les choses assez proprement, vous allez choisir plutôt de bons dossiers et considérer que ils finiront bien par monter. Sauf que ce n'est pas suffisant.
Il y a d'autres choses à intégrer et c'est vrai que même moi, ce sont des choses euh, dont je n'avais pas forcément conscience il y a encore quelques années, ou en tout cas qui ont pris de l'ampleur de plus en plus ces derniers temps. C'est l'importance aussi des narratifs, des thématiques. On le voit bien, et c'est vrai sur les réseaux, là, ces derniers temps, j'avais fait une petite image bon, qui est assez connue, je ne sais pas comment vous la montrer, ouais, comme ça, où par exemple, quand on parle de l'IA, bah, l'IA, c'est un peu la grande faucheuse, avec tout ce qui est logiciel qui s'est fait dégommer, la cybersécurité qui est en difficulté, les services financiers, et on se demande quel sera le secteur suivant. Donc, dans vos décisions d'investissement, il faut se poser des questions également sur les thématiques d'aujourd'hui, mais les thématiques de demain. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. C'est pour ça que je lis pas mal de macro dans ce sens-là. Euh, Moi, je n'ai pas les connaissances, ni le temps, ni les moyens de faire de l'analyse macroéconomique approfondie. Donc, je m'appuie sur des cabinets qui, eux, en font, qui conseillent les plus gros hedge funds de la planète. Donc, je m'inspire de ce qui est dit, je laisse infuser, et puis j'essaye d'en déduire des décisions de gestion. Et notamment, quel secteur, éventuellement, quelle valeur. Et ce sont des valeurs dont je vais vous parler ce soir. Donc, si on revient aux indices, bon, on prend le CAC, on reste plutôt du bon côté. On prend par exemple le SP500, on reste également du bon côté. Hier, on a fait une incursion, donc là, ces niveaux-là, ils sont tracés depuis des mois. Sur le SP500, on évolue entre les 6750 et les 7020 depuis des mois. Si on prend, et on était dans la zone, on est dans la même zone depuis le 25 novembre. Donc ça commence à faire. Et on a des marchés, oui, qui sont à bout de souffle. Ils sont à bout de souffle, mais pour l'instant, il n'y a pas de dégradation forte. On a un biais baissier à court terme, bien évidemment. On a un moyen terme qui est plutôt neutre du fait de cette latéralisation-là, mais on a une tendance de fond qui reste haussière. Il y a pas de sujet par rapport à ça. À minima, il faudrait s'installer là-dessous. Et sinon, moi, le niveau que je surveille ici, j'avais acheté à l'époque dans cette zone-là et on avait profité du rebond. Mais il faudrait au moins casser cette zone autour des 6600. Donc, quand vous entendez les discours des uns et des autres, les marchés sont trop chers, ça va baisser, en gros, il faut jamais acheter. Ben, moi, quand je me raccroche au graphique, le graphique, il ne me dit pas ça. Le graphique, il me dit oui, on est à bout de souffle, mais pour l'instant, il n'y a pas non plus de faiblesse. Peut-être que ces faiblesses-là viendront, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Et c'est pour ça que moi, ce que je faisais, ce que je proposais, notamment lorsqu'on était là, alors là, après, ça fait appel aux options, mais je l'avais même proposé sur BFM à l'époque, en mode, bon, ben, on a des marchés qui calent, qui attendent un catalyseur. Pour l'instant, on sent des difficultés à poursuivre, même une incapacité à poursuivre. Ben, moi, j'achète des puts pour me couvrir en cas où. Et c'est là où cette notion est importante. Et quand on est un investisseur, on est un stratège. C'est-à-dire que tous les coups, l'investissement, c'est une partie d'échec. On ne peut pas analyser un coup sans l'autre. Tout est lié. Moi, par exemple, quand là, je vous propose de mettre en place des portefeuilles, des couvertures de portefeuille, je ne sais pas si les marchés vont baisser. Je n'en sais rien. Mais on a des marchés qui calent. On est à des indications graphiques et techniques qui nous montrent voilà, un potentiel épuisé. Et à ce moment-là, parce que moi, quand je parle de couverture, c'est vrai que j'ai tendance à le faire via les options. À ce moment-là, on a un VIX, donc l'indice de volatilité sur les marchés américains, qui était relativement bas, qui était autour des 15. Hein, je vous l'affiche ici. On avait donc un VIX depuis des semaines, on a un VIX qui a tourné autour des 15-18. Bon, mais moi, dans ce genre de situation-là, je n'hésite pas à acheter un petit peu de volatilité. Je n'achète pas à me couvrir. Moi, de gestion que j'accompagne également, bah, je disais, OK, on peut acheter des puts un petit peu loin au cas où. On n'en sait rien de ce qui va se passer, mais en tout cas, ça ne coûte pas cher de le mettre en place. Et c'est sûr que dans des phases comme celle-ci, où moi, après, certains m'appellent lundi, mais tu crois qu'il faut couvrir les portefeuilles, tu penses qu'il faut liquider, en gros, tu penses qu'il faut agir. Ben, moi, les choses sont déjà mises en place, donc j'ai beaucoup de difficultés à prendre des décisions fortes à ce moment-là, justement, dans l'émotion, dans le feu de l'action, alors que ben, des choses ont été mises en place. Donc, quand c'est comme ça après, c'est ben, je me raccroche purement au graphe. Et le graphe, il me dit, ben, non, pour l'instant, il n'y a pas. La situation d'un point de vue graphique et technique, je ne parle pas d'un point de vue contextuel, mais la situation d'un point de vue graphique et technique,
Elle n'est pas différente de ce que nous avions au mois de décembre. Elle n'est pas différente de ce que nous avions au mois de février. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de raison de paniquer. Oui, il peut y en avoir une, comme on l'a eu l'année dernière avec les droits de douane ou derrière, mais à ce moment-là, on avait eu des warnings d'un point de vue graphique et technique. On avait eu des cassures de niveau. Je me souviens notamment le 5 février, lorsqu'on avait cassé cette zone-là. Moi, j'avais même fait un vocal à mes clients en disant, là, ça sent pas bon. On casse des niveaux importants. On n'en savait rien de ce qu'il allait se passer. Vous voyez, un investisseur, un trader n'est pas un devin. C'est ça qu'il faut bien que vous compreniez, et c'est là où il faut bien vous décomplexer par rapport à ça. C'est pas un mec qui a c'est pas un mec qui a des idées géniales, qui achète tout le temps au point bas, qui vend au point haut, qui achète forcément les valeurs qui montent. C'est pas ça. C'est juste quelqu'un qui a généralement un peu d'expérience, parce que bah, sinon il est plus sur les marchés. Donc il a de l'expérience, il a fait des choses bien, il a mis en place des process. Et il a plutôt une bonne lecture des marchés. Et c'est ça un investisseur aguerri. Donc, Alors, là, quand on regarde. Mathieu, hein, Ouais. j'ai juste une question. Au final, dans quel état d'esprit étais-tu lundi matin à l'ouverture des marchés? Est-ce que tu étais en mode un peu, tu avais ruminé ça un peu tout le dimanche en se disant, mais qu'est-ce qui va se passer lundi matin? Parce que bon, on l'a compris, a priori, pour l'instant, on n'est pas encore en zone ultra dangereuse. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est de capter un petit peu je dirais, la température du lundi. Dans quel état psychologique étais-tu lundi? Ouais, ça va peut-être paraître un peu bizarre, mais j'étais très bien. J'étais très bien, et sans me faire ma pub, mais j'étais très bien grâce à ça. Alors tout le monde ne comprend pas forcément ce que ça veut dire, mais moi, vendredi, oui, 10 février, tac, on dit la date, il y a tout, hein, le 10 février à 11 heures, j'ai proposé des achats de put. Voilà, des achats de put pour jouer la baisse. Donc là, ça c'était sur le DAX. Échéance 27 février, non, c'est pas cela, j'en ai fait après, ce 27 février, l'échéance était passée. J'ai proposé des puts synthétiques sur le CAC, donc de jouer la baisse avec une échéance le 6 mars, donc ici. Achat put, voilà, non, c'est celui-ci, 24 800. Achat put 24 800. Donc c'était vendredi, donc le 26 février à 16h08, voilà, c'est celui-ci, que j'ai payé 58 points. Donc, dans quel état d'esprit j'étais? Eh bien, dimanche, j'ai regardé les cotations, et véridique, j'ai regardé les cotations CFD IG le week-end. Ça, c'est vrai que c'est assez appréciable. Je voyais qu'à ce moment-là, on était sur des replis de 2-3%. Bien évidemment, je ne me réjouissais pas de ce qui se passait, bien évidemment, mais d'un point de vue stratégique, je me disais, ouais, on a bien joué les choses. Bien évidemment que quand j'ai acheté ces puts-là, je ne jouais pas à une situation qui allait dégénérer, mais je jouais un repli et sur le DAX, un retour en arrière, comme on l'a fait précédemment, puisque bah, le vendredi, on était ici, et moi, mon idée, c'était de jouer un retour en arrière jusqu'ici, éventuellement jusque-là. Je ne pensais pas, bien évidemment, qu'on irait beaucoup plus bas. Mais après, par la force des choses, je me suis dit, oulala, attends, ne te presse pas, parce que là, il y a quand même un catalyseur fort, donc ne te précipite pas. Mais dans quel état d'esprit j'étais? Ben, j'étais, on va dire, très tranquille, et je me disais, OK, la semaine, la séance et la semaine s'annoncent bien. Et sur des opérations comme celle-ci, ben, le gain est très important, puisque ces options-là qui valent 58, moi j'en ai débouclé jusqu'à 750. Donc on fait un fois 12 fois 13 dessus. Donc ça fait des multiples. Donc une option à 58 points, comme par exemple sur le DAX ici, c'est un investissement, on va dire, allez, j'arrondis, de 300 euros. Est-ce que vous achetez 300, ça vaut quelques heures plus tard 4500. Donc, ça fait une culbute qui est gigantesque. Le DAX, comme on y est, le DAX, je le trouve un peu particulier à travailler depuis quelques temps. Particulier pour ne pas dire pas évident, évident. Et encore là, on le voit dans cette phase-là, alors que le SP500, le CAC, et on verra le Nasdaq après, ont bien validé des niveaux. Le DAX, il est passé en dessous. Là, mon rectangle bleu, qui est tracé depuis, pareil depuis des mois, bah, on est passé dessous. Donc, c'est vrai que, alors, loin de moi l'idée de déclencher quelque chose et de jouer une baisse, parce que là, on était déjà à -4. Donc, à appuyer sur le bouton à -4 en se disant, si je vais en -4, je pense qu'on va finir à -6, -7, -8. Bon, il ne faut quand même pas exagérer non plus.
Mais là, sur le DAX, il faut revenir à l'année dernière, avril dernier, et l'annonce des droits de douane de Donald Trump pour trouver des bougies aussi grandes. Euh, donc, et là, on est passé en dessous et on a tenu. Donc, par exemple, moi, toujours sur les options, j'ai plutôt joué le rebond sur le SP500 via des calls, plutôt que j'ai fait des trucs sur le DAX. Le DAX, j'ai géré ma position mise en place en fin de semaine dernière. Et sur le SP500, j'ai acheté des calls. Donc là, c'est beaucoup sur les options, c'est sûr. Mais pourquoi j'interviens beaucoup sur les options en ce moment? Parce que on n'est pas à l'abri, on n'est pas à l'abri de répliques, de mouvements un peu violents. Au moins, ça me permet d'avoir une bonne maîtrise de mon risque et de bien dormir la nuit, quoi qu'il se passe. Si j'investis une certaine somme d'argent, je sais qu'au maximum, je perds cette somme d'argent-là. Alors que si je vais jouer du directionnel sur le CFD, sur le futur, je suis un petit peu en risque. Donc, moi, je préfère aller. C'est là que quand on a une palette d'outils assez importante. Hein. Dans notre caisse à outils, on peut travailler tout un tas de choses. Selon les contextes, on va privilégier tel outil plutôt qu'un autre. Et c'est vrai que moi, dans le Alors, contexte actuel, je vais plutôt sur les options et ouais. sinon, la plupart du temps, je vais plutôt sur du CFD ou des futurs. Justement, hein, c'est bien que tu en parles parce que j'allais aborder, il y a la question dans le chat. La question, c'est de manière générale, conseilles-tu d'utiliser les effets de levier sur action? Si oui, quel levier raisonnable, vu le contexte, bien sûr? Une préférence, option listée, option OTC, CFD, turbo varant. Donc, c'est vrai que tu y as répondu là au travers de ton explication. Donc, actuellement, plutôt sur des options listées vis-à-vis du contexte. Ouais. Euh, quel type de levier, pour justement compléter une réponse sur cette question, quel type de levier tu privilégies Aucun. dans ce genre de situation? Aucun. Et c'est là où, si moi, du levier, j'en utilise sur les indices. J'en utilise tout le temps sur les indices. Mais parce que sur l'indice, il n'y a pas le risque spécifique lié à une valeur. Quand je dis risque spécifique, si c'est une annonce particulière sur un indice, c'est des résultats, c'est voilà, un pépin sur une valeur, une annonce qui pourrait l'impacter négativement. Donc, les actions étant plus volatiles que les indices actions, moi, j'ai plus de facilité à utiliser de l'effet de levier sur un indice que sur une action. L'action, il faut le faire, dites-vous une chose, c'est l'action, faites-le au comptant. Comme ça, il n'y a pas de souci. Choisissez les biens, c'est-à-dire prenez des valeurs qui sont saines fondamentalement. En en trois mouvements, vous pouvez vous faire une idée, ou même avec ChatGPT, vous pouvez vous faire une idée fondamentalement d'une société. Et il faut corroborer ça avec le graphe qui doit être intéressant aussi. Donc, il faut ça. Et là, vous les achetez au comptant en vous disant, moi, je suis prêt à porter ces valeurs-là. Et souvent c'est tout ou rien quand vous allez sur les valeurs. Euh, non, il faut se déterminer des niveaux d'entrée. On va faire un petit tour du côté des valeurs après, j'en ai quelques-unes à vous proposer. Il faut répartir ces entrées en position. C'est pas, c'est pas forcément, ça peut être le cas, mais c'est pas forcément j'y vais à fond sur ce niveau-là. C'est pas ça. C'est là, on a une première zone d'achat, je vais en acheter un petit peu. Là, on a une deuxième zone d'achat, je vais compléter. C'est pas l'idée de moyenner. L'idée de moyenner est catastrophique en bourse. Moyenner, c'est Ouais. j'ai par exemple 100 à investir. Bon, je mets 100 sur ce niveau-là. Euh, on casse le niveau, on va en dessous, je remets 100 parce que mon prix d'entrée étant tellement mauvais que je vais baisser mon prix de revient en renforçant la position. Ça, je peux vous dire, et pour beaucoup, vous en avez fait l'amère expérience que ça ne marche pas, dans la mesure où, quand vous allez gagner sur on va dire une petite quantité, la quantité normale, les 100 initialement investis, mais quand vous allez perdre sur les 200, 300, éventuellement 400, 500 si vous avez empilé et perdu un petit peu le fil. Donc ça, il faut absolument éviter. Ouais, j'ai une question justement, hein, sur une action. Je sais que tu vas parler d'autres actions, mais ici, juste pour reprendre le fil des questions, c'est que penses-tu de l'action AXA? Ouais. Alors, je rappelle que si tu donnes un avis, bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, hein, ça n'engage que toi. Je le rappelle, c'est important. Mais voilà, sur une analyse, là, par rapport à une question qu'on a dans le chat, c'est quel est ton avis sur AXA? Ça n'engage que moi et je vais m'engager. Ouais, c'est pas. Je considère fondamentalement c'est une valeur intéressante. Ça se paye pas très cher. Là, je regarde les ratios en même temps, ça se paye pas très cher. On est sur, ça se paye 9 fois les bénéfices 2025 et pareil pour 2026, donc c'est pas très très cher. D'autant plus qu'on a un cours de bourse qui a bien progressé ces derniers temps, donc on se dit qu'il y a encore un peu plus de visibilité
Après, ça ne fait pas partie de mes valeurs préférées. Moi, je considère qu'il y a peut-être mieux à faire ailleurs, mais de se dire, bah, tiens, justement, acheter, par exemple, et il faut profiter, entre guillemets, de ces stress de marché pour faire ses courses. Mais il faut être préparé à ça. C'est pas j'arrive lundi matin, tiens, qu'est-ce que j'achète? Ah ben je vais acheter ce qui a le plus baissé, considérant que c'est ce qui remontera le plus derrière. Ben non, ça marche pas comme ça. Donc il faut se préparer. C'est pour ça que quand les marchés sont calmes ou éventuellement sur des points hauts, ben, commencez à vous faire, le conseil que je vous donne, commencez à vous faire une liste de valeurs. Moi, j'ai des top listes en mode, bon, ben, j'ai la valeur parce que je sais que fondamentalement c'est bien, graphiquement on est dans une bonne dynamique, mais je vais également me déterminer des niveaux d'entrée. Puis après, les niveaux d'entrée, je les ajusterai en fonction des conséquences, ouais, en fonction du comportement. Mais c'est pas j'arrive lundi matin ou mardi et les marchés s'effondrent, qu'est-ce que j'achète? Vous allez regarder sur les réseaux à droite à gauche, vous allez suivre un mec parce que vous le trouvez pas mal, mais vous n'allez pas forcément avoir la cohérence derrière. Puis si ça se passe pas bien, ben, vous n'avez pas bien compris pourquoi vous l'avez fait. Donc vous êtes dans un engrenage derrière qui est destructeur. Euh, Pareil aussi sur les valeurs. Euh, Ne succombez pas au FOMO, à la peur des valeurs, il y en a des tonnes. Donc, vous ne pouvez pas être sur tous les dossiers. Vous allez forcément en avoir qui vont monter plus que celles que vous avez. Décomplexez-vous et déstressez par rapport à ça. Le but, c'est que vous, ce que vous fassiez, soit cohérent, que ça vous corresponde en termes de qualité de valeur, en termes de quantité. Pareil, quantité, moi, quand j'en vois certains me montrer des portefeuilles où il y a 40, 50, 60, 70 lignes, mais je me dis, mais c'est quoi le délire? À un moment donné, la diversification. Alors certains prônent une grande diversification, mais à un moment donné, quand c'est trop diversifié, ça vous protège d'une chose, c'est de la performance. Vous avez tout et de rien. Donc, au contraire, il faut plutôt, moi je pense, si vous voulez vous diversifier, il n'y a rien de mieux que les indices, ou éventuellement un ETF indice, vous avez compris l'idée. Mais ensuite, sur les valeurs, au contraire, il faut une concentration dans des secteurs qui sont porteurs. Euh, donc AXA, mon avis sur AXA, c'est oui, fondamentalement c'est intéressant, oui, graphiquement c'est intéressant, oui, un achat peut être fait à partir de cette zone de 37,5, euh, mais moi je considère qu'il y a mieux à faire ailleurs, et en tout cas elle n'est pas dans ma shortlist. Alors justement, il y en a une autre là dans le chat qui revient, c'est Dassault Systèmes, justement un peu par rapport à l'actu, hein, qui colle un peu voilà, avec ce qui se passe actuellement. Voilà. Est-ce que tu as un avis là-dessus sur Dassault Systèmes? Ouais, j'ai tenté à plusieurs reprises et j'ai tout le temps été déçu. Euh, donc je passe mon tour. Ça fait partie Ça a de le ces mérite d'être clair. valeurs-là. Comment? Je dis ça a le mérite d'être clair. Ah bah oui. Non mais on est Dassault Systèmes en soi, c'est pas une mauvaise boîte, bien évidemment. Il y a un actionnariat familial qui tient la route derrière. Euh, mais on est dans une phase de défiance. Toutes ces valeurs-là se sont fait dézinguer. Donc à un moment donné, euh, il y a mieux à faire ailleurs. Quand Dassault donnera des signes de rebond, et je ne parle pas d'un rebond de chat mort, comme on dit, mais quand on donnera des signes de retournement solide et durable, bah, à ce moment-là, je reverrai ma copie. Et peut-être que là, c'est le point bas, et au final, vous direz, oh, bah, Mathieu, qu'est-ce qu'il a été bête le 4 mars de rester à l'écart de Dassault. C'est possible. Mais le problème, c'est que bah, quand on prend du recul sur Dassault, bah, est-ce que là, ces derniers mois, à 30, c'était pas cher à 30, c'était plutôt pas mal. Et puis à 26, c'était plutôt pas mal. Et puis à 22, c'était plutôt pas mal. Et puis on est tombé à 16. Donc, on est typiquement sur une valeur qui se fait dessouder. L'IA disrupte tous les secteurs, et notamment celui de Dassault. Donc, moi, avoir une conviction sur un secteur qui se fait dessouder, la réponse est non. Et d'un point de vue graphique, bah, les indicateurs, hein, de toute façon, quels qu'ils soient, hein, vous mettez par exemple d'une manière basique une moyenne mobile de 100 pour du long terme, une 50 pour du moyen, puis éventuellement une 10 pour du court. Bon, hormis la 10 qui se retourne, mais là, on est en situation un peu de double top. Là, il y a un énorme gap à digérer. Ça va quand même être compliqué parce que tous ceux qui ont notamment acheté dans cette zone-là, bon, bah, ils sont quand même pas bien. Vous avez acheté à 22, 23, on est à 18, vous êtes quand même pas bien. Donc, ce qui se passe généralement dans ce genre de situation-là, c'est quand la valeur rebondit, bah, certains en profitent pour s'en délester un petit peu, revendre parce qu'ils pomment un peu moins. Donc, vous avez une valeur qui est un peu coiffée à la hausse. Et ce qu'on retrouve un petit peu ici. Est-ce qu'elle peut repartir? Bien évidemment. Est-ce que
À long terme, est-ce que c'est une bonne idée? Bah, oui, dans une optique long terme, pourquoi pas. Mais le problème, entre guillemets, c'est que comme on est, en tout cas moi c'est ma vision des choses, c'est comme je suis un circuit fermé, je dois faire des arbitrages. Quand je dis un circuit fermé, c'est-à-dire que j'ai une certaine somme d'argent à gérer, mon argent à moi. J'ai pas envie de mettre un petit peu de ci, un petit peu de ça, un peu de ça. Donc plutôt que d'immobiliser du cash sur Dassault pendant des mois, éventuellement des années, bah, je préfère aller sur les thématiques du moment qui performent, des boîtes qui sont solides, saines, avec de belles perspectives. Et puis peut-être que je m'intéresserai à Dassault dans plusieurs mois parce que le graphique se sera amélioré, que au final, on va dire l'incendie entre guillemets IA bah, sera éteint et à ce moment-là, il faudra y revenir. Mais c'est le même constat sur Salesforce, Accenture, toutes ces sociétés-là. Ok, très clair. Alors, il y a d'autres choses dont tu voulais nous parler ce soir. On passe du côté des États-Unis où tu veux nous parler un peu des cryptos ou peut-être du pétrole. Ouais, bah, tant qu'on est sur les actions, je vais vous donner deux, trois valeurs à suivre. En tout cas, moi, des valeurs, bah, deux dont j'ai parlé sur BFM ce matin. Et moi, je me dis, oui, dans ces phases-là, euh, il faut aller sur des valeurs qui sont un peu rassurantes, qui ont performé. Il faut être dans les bonnes thématiques. La thématique de l'énergie, elle est solide et durable. L'IA, l'énergie, c'est le goulot d'étranglement de l'IA. L'IA se développe, a besoin d'énergie et aura toujours besoin d'énergie. Donc, c'est un secteur qu'il faut privilégier. Après, vous avez plein d'acteurs, vous avez plein de façons de jouer l'énergie. Lors d'un dernier rendez-vous ensemble, j'avais proposé un ETF, un ETF sur le solaire. On verra après aussi. Moi, je suis toujours très, très optimiste. D'ailleurs, il a bien progressé. Je suis toujours très optimiste sur ce secteur-là. Je trouve que c'est un secteur qui est porteur et qui fait sens plutôt que d'acheter, on va dire, des exploitants de l'IA. Ben, il est judicieux d'acheter en gros ceux qui fournissent les pelles et les pioches, hein, comme à l'époque de l'or. Hein, on fournit les pelles et les pioches et puis les autres font le boulot. On gagne à coup sûr en fournissant les pelles et les pioches. Ben là, c'est en fournissant de l'énergie, en fournissant les composants, tout ça, on est entre guillemets sûr de gagner. Donc Engie, par exemple, quand vous regardez fondamentalement Engie, on est sur une valeur qui ne se paye pas très cher, malgré. Parce que c'est là, c'est souvent, quand vous voyez un cours de bourse comme ça, vous dites, oh là là, la valeur, elle vaut une fortune. Oui, mais il faut remettre en perspective les ratios financiers aussi, parce que s'il y a une progression, c'est pas que de la spéculation, c'est qu'il y a des ratios financiers aussi qui sont probablement améliorés. Engie, par exemple, se paye environ 14 fois les bénéfices pour 2026 et 2027, ce qui n'est pas non plus très cher. On a un petit rendement, c'est une valeur à rendement, on a un rendement autour de 5%. Moi, je suis pas, j'achète pas les valeurs pour le rendement, hein, je vous le dis tout de suite, hein, j'achète les valeurs pour de la performance et pas pour le dividende. Mais justement, dans ces phases un petit peu de stress de marché, sur des valeurs qui ont beaucoup progressé comme LG ces derniers mois, je me dis que si on revient, par exemple, ça en est fallu de peu là, mais si on revient dans une zone un peu large, 25-26, c'est selon moi une zone d'achat qui est intéressante pour commencer à en acheter un petit peu. On peut très bien se dire, bah, tiens, je commence à en acheter un petit peu sur 25-26, éventuellement je complète un petit cran en dessous s'il y a un petit stress de marché. Sur les 100, par exemple, dont je vous parlais tout à l'heure, quand j'ai 100 à investir, je peux très bien mettre, par exemple, 50 ici pour déjà avoir une position, on va dire, assez conséquente si jamais le niveau marche et que la valeur reste bien orientée. Et puis, je peux très bien mettre 25 ici et puis 25 là. Je dis ça à la volée. Évidemment, à chacun de faire les ajustements. Peut-être que certains ne croient pas en NJ, donc bah, vont faire autre chose. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Pour profiter également voilà, du secteur de l'IA, d'une valeur un peu tech. Alors, je voulais en faire, j'en ai parlé ce matin sur BFM. Bon, elle a pris 16% aujourd'hui, j'en ai parlé à 9h30 ce matin. C'est loin de moi l'idée de penser que c'est moi qui ai fait monter de 16%. Hein. Je suis pas mégalo. Mais là, c'est pareil, j'essayais d'en acheter dans une zone 18-20. Donc, bah, parfois ça passe pas. Là, c'est pas passé. Mais d'où l'intérêt d'avoir des plans et de les mettre en place. Si jamais on était allé dans cette zone de 18-20, ben, j'aurais acheté. Donc la valeur, c'est de CRSI. Hein, c'est une valeur tech française hyper intéressante. Pareil, qui a connu un parcours boursier assez impressionnant. Hein, quand vous prenez du recul, on était à 3-4 l'année dernière, on est monté à 30. Hein. Mais qui ne se paye pas non plus très cher. Vous regardez, s'il se paye 16 fois les bénéfices pour 2026, 11 fois pour 2027, bon, il n'y a pas de rendement, il n'y a rien. Donc là, avec de CRSI, on est dans la conception et la fabrication de serveurs informatiques de haute performance. Donc il y a des besoins, dans la période actuelle, il y a des besoins qui sont extrêmement forts.
Donc, dans une Justement, shortlist, on va dire, valeur française, vous avez ces deux-là déjà? Ouais. justement, Mathieu, par rapport à cette valeur, ce qui serait intéressant de savoir, c'est là aussi ton état psychologique. Parce que, en effet, tu as parlé de la valeur, tu as vu qu'elle a pris 16%. Malheureusement, tu n'as pas pu l'acheter parce qu'elle n'est pas revenue dans ta fenêtre de tir, en quelque sorte. Comment tu gères la frustration par rapport à ça? Il n'y en a Quel est ton pas. état d'esprit? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, ça fait des années que je suis sur les marchés et des décisions, j'en prends tous les jours. Et je prends plein de décisions tous les jours. Donc, à un moment donné, moi, la bourse a façonné ma personnalité. C'est-à-dire que quoi que je fasse, quand la décision vient à 100% de moi, bien évidemment, mais quand je prends une décision, quoi qu'il se passe, j'assume. Donc, j'ai un plan, je suis prêt à acheter une valeur, je rate le coche. Est-ce que j'étais mal préparé? Ça peut arriver aussi. Attendez, je ne suis pas un robot, Ouais. parfois je suis hésitant comme tout le monde. J'y vais pas, et puis bon, ben, il fallait y aller. Et puis bon, ok, ça, pourquoi j'ai été hésitant, pourquoi j'ai été fébrile? Est-ce que j'étais mal préparé? Est-ce que je me suis laissé influencer? Ça peut arriver. Est-ce que on n'a pas atteint le niveau? Là, on n'a pas atteint le niveau. Donc, tant pis. Parce que sinon, si ça génère chez moi de la frustration, mais je vais être frustré tous les jours. Et je vais être frustré tous les jours et tout le temps. Parce que j'achète rarement au plus bas et je vends rarement au plus haut. Donc déjà, j'aurai cette frustration-là. Les valeurs, je rate énormément de choses. Mais je sais que l'application systématique d'un process Ouais. permet de rester objectif, permet de durer et permet de performer. Donc, je suis dans l'application systématique de mon process. Et c'est là où, et justement, j'en parlais avec des clients cette semaine, enfin en début de semaine encore, où, par exemple, quand on est sur le SP500 à 6750, moi, je leur dis, on est dans une zone de rebond, j'achète des calls, et puis les marchés rebondissent, et là, on me dit, oh là là, Mathieu, t'es trop fort, comment t'as su que ça allait monter? Mais on serait passé au travers. On aurait dit quoi? Que j'étais une brêle? On monte, on dit que je suis trop fort. Bah, je suis ni une brêle, ni je suis trop fort. C'est que j'applique un plan. J'aurais très bien pu acheter là et ça se casse la figure. Et on m'aurait dit quoi? Mais non, mais c'est n'importe quoi ton achat là. C'était évident que dans le contexte actuel, les marchés allaient baisser. Ah, mais c'est évident, c'était évident peut-être pour toi, mais pour moi, ça ne l'était pas. Donc, quand je vous dis que je suis dans l'application systématique d'un process, parfois peut-être à outrance, en mode, mais quoi qu'il se passe, entre guillemets, je suis dans une bulle, j'applique mon plan, ça marche pas, mais je sais qu'il y a qu'en faisant ça que je m'en sortirai. Si je commence à y intégrer de l'interprétation du comportement des marchés, du fondamental, du flux de nouvelles, parce que j'ai un terminal de flux de nouvelles, ça clignote en ce moment, ça clignote tout le temps. Je sais que je suis foutu parce que mes décisions seront prises par de l'émotion. Pourquoi les traders sont remplacés par des algos? Parce que le couac dans la machine, c'est la psychologie humaine. Mais L'algo, lui, il n'a pas d'état d'âme. c'est justement, c'est très intéressant, hein, le schéma que tu nous décris. Parce que c'est vrai que nous, ici, côté broker, on s'aperçoit que beaucoup de clients, parce qu'on ne cache pas les chiffres, hein, 72% des clients aujourd'hui qui investissent sur les CFD chez IG perdent de l'argent. Et c'est souvent justement par un manque de rigueur au niveau du process, et ça, tu le décris très bien. C'est qu'aujourd'hui, sans rigueur, notamment dans une situation comme on la connaît aujourd'hui, là, depuis le début de la semaine, en effet, tu risques une perte très importante. Et justement, cet exemple-là de FOMO, en quelque sorte, sur ce loupé, ou en tout cas sur une opération qui ne s'est pas réalisée et au final où tu la gères quelque part sans émotion, c'est en effet, ça fait partie du jeu en quelque sorte, ça fait partie du trading. Parce que là, pour rebondir, j'ai une question, hein, dans le chat qui me dit: je m'intéresse à la société Netflix. Que penses-tu de la valeur? Est-ce trop tard pour monter dans le train? Tu vois, il y a en effet cette image du train. On a le droit de louper le train. On a le droit de rester à quai. Oui, mais c'est pas grave.
C'est pas grave, en effet. Ben oui, il y en aura d'autres. Netflix, moi, c'est une valeur que j'ai proposée. Donc, on en a acheté lorsqu'on était dans cette zone autour des 80. Preuve à l'appui, je l'ai même partagé sur les réseaux à ce moment-là. Donc, moi, je ne commente pas a posteriori, dans le sens où c'est pas Netflix est là, je vais pas faire un tweet ou un truc en disant je suis trop fort, j'ai acheté Ouais. Netflix à 75,80. Ça, c'est pas dans mon temps, c'est pas dans mon tempérament. Et je pense qu'à un moment donné, on a tous compris un petit peu la musique. Ceux qui font ça, ils font rien. Euh, donc, moi, si derrière je rebondis, c'est que bah, l'idée, je l'ai jouée, je l'ai partagée. Euh, si on l'a raté, c'est pas grave, il y en aura d'autres, il y aura d'autres opportunités, il y a d'autres dossiers, il y a d'autres trucs à acheter. Et puis Netflix, à un moment donné, reviendra en arrière. Regardez, Netflix, ici, voilà. Achat sur 80-82. Bon, on n'a pas acheté en bas. Ah bon, on est allé un petit peu en dessous, on est allé à 75. Je disais, gros support 75-80. Et derrière, on déroule le plan. L'invalidation, bah, si on casse les 75, on a tenu les 75. Vous avez le graphe ici, on a tenu les 75. Tout ça, c'est rédigé le 10 février, donc tout est daté, avec des objectifs. Et maintenant, on déroule le plan. Donc, les objectifs 1 et 2 ont été atteints. Bah, je laisse porter jusqu'au 3. Le 3 étant un retour dans cette zone-là. On verra si ça se fait. Et puis, bah, on verra si à un moment donné, il faut revoir notre copie. Mais c'est pas grave. À un moment donné, bah, vous avez raté le coche sur Netflix. Est-ce que vous vous y intéressez? Parce que souvent, oh là là, est-ce que j'achète Netflix? Et je vois Netflix monter, donc, c'est quand même dommage de ne pas en avoir. Ben, non, moi, si j'ai de l'intérêt sur Netflix et que j'ai fait une petite analyse de la valeur d'un point de vue notamment fondamental, graphiquement, j'ai déterminé des niveaux. Je me dis que tiens, cette zone-là, autour de 80-82, est une zone intéressante. J'y rajoute également d'autres indicateurs, notamment pour ceux à qui ça parle, les indicateurs de marque, euh, pour essayer de me projeter un petit peu on va dire, dans un espace-temps, me situer un petit peu dans le temps. Et ensuite, je prends une décision. Donc, si je suis dedans, bah, je me dis super, je gère ma position. Si je ne suis pas dedans, je me dis bah, c'est pas grave, c'est que j'avais pas envie d'acheter cette valeur, c'est tout. Alors, en termes de gestion de position, hein, je rebondis là aussi sur une question. Elle est une question un petit peu peut-être challengeante. C'est bonjour Mathieu, tu parles de beaucoup de quand tu achètes, mais j'aimerais savoir quand tu vends. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, mais on espère toujours. Bah, quand je vends, si j'ai tort déjà, première chose. Donc, si on reste sur Netflix, bah, si on avait cassé la zone des 75, je me serais sérieusement posé la question de me barrer. Heureusement pour moi, je n'ai pas eu à me la poser dans la mesure où on a rebondi. Et ensuite, je me fixe des objectifs, mais comme je le fais là tout le temps. C'est-à-dire que moi, euh, je fixe les niveaux d'un point de vue graphique. Je le fais ça lorsque je ne suis pas en position. Ces niveaux-là, je mets les niveaux, les objectifs, je les mets rarement a posteriori. Parce qu'à posteriori, on est en position, il y a de l'émotion là-dedans. Donc, on perd un petit peu le fil. On perd en objectivité, on perd en lucidité. Moi, les niveaux, je les mets tout de suite. Je ne suis pas en position, bah, je vais me dire, allez, partant d'ici, on peut avoir un premier niveau, bon, éventuellement dans cette zone-là. Je regarde précédemment ce qui s'est passé. Euh, dans cette zone 90-92, après, je peux très bien avoir une zone de résistance autour de 100-105, et puis après, éventuellement, 120-125. Et puis, je reverrai ma copie éventuellement. Après, on peut y rajouter des indicateurs. Vous pouvez mettre une moyenne mobile, par une moyenne mobile de court terme. Vous dites, bah, tiens, tant que par exemple, celle-ci, la 10, mais il y a plein de choses possibles. Bah, tant qu'on est dessus, ou un super trend. On avait fait un événement ensemble un soir où je vous parlais du super trend, de l'intérêt de suivre un super trend. Ben, ça peut très bien être, parce que bon, au niveau de l'analyse technique, vous n'êtes pas non plus super à l'aise. Ben, vous mettez comme ça un indicateur assez simple à interpréter. En gros, on est au-dessus, il est vert, on est du bon côté, on est en dessous, il est rouge, on est plutôt du mauvais côté. Je vous la joue assez basique et je vous invite à voir le webinaire qu'on avait fait ensemble concernant cet indicateur-là, où on avait un petit peu plus poussé la réflexion. Euh, mais là, on est bien orienté. Donc, ben, sur une partie, je vais faire l'écart. Et puis sur le reste, eh ben, éventuellement, je laisse porter tant que je n'ai pas d'invalidation. Mais c'est pareil. Tout ça amène de la gestion de frustration. Moi, je suis bon, on va dire, dans je pousse la mécanique assez loin parfois dans la bêtise, mais je la pousse également dans le bon sens. Je suis prêt à laisser porter très loin, par exemple, du Netflix. Euh, mais je peux très bien dire, je vise 125, on va s'arrêter à 120. À ce moment-là, je ne vais pas voir de raison de sortir. On va retomber à 105.
Oui, je serais, je me dirais, ah, tu as peut-être poussé un petit peu le bouchon. Mais comme je le disais, ça ne générera aucune frustration chez moi. J'ai appliqué un plan, ce plan-là n'a pas été réalisé parfaitement, c'est pas grave. Et c'est vraiment ça, si vous devez comprendre un truc de ce soir, c'est qu'à un moment donné, bâtissez un plan cohérent, déroulez-le, et de toute façon, il ne sera pas parfait. Acceptez-le, ça. Même les meilleurs investisseurs au monde, je ne dis pas que j'en suis, hein, mais les meilleurs investisseurs au monde, vous prenez Warren Buffett qui est cité à tort à travers tout le temps, bon, bah, il vous dit quand vous achetez une valeur, il faut que vous soyez prêt à ce qu'elle perde 50% et que chez vous, ça ne provoque rien. Bon, je trouve que c'est un petit peu peut-être exagéré, hein, mais il faut comprendre l'idée. C'est qu'à un moment donné, ben, vous avez une idée qui est étayée par un raisonnement, une réflexion, et après, vous le déroulez. Oui, accepter en effet le fait de s'être trompé et puis de passer à autre chose assez rapidement. Je te propose de continuer donc sur d'autres actifs parce on a déjà bien avancé. Il nous reste grosso modo un petit quart d'heure. Ouais. On doit parler des cryptos. On C'est doit, important, non oui. pas qu'il y a une obligation de quoi que ce soit, mais on a des configurations qui sont intéressantes sur les cryptos. Euh, les cryptos, c'est un sujet, j'ai remarqué, qui est très clivant. Il y a les pro-crypto, il y a les anti-crypto. Il y a ceux qui y croient, il y a ceux qui ne veulent même pas en entendre parler. Euh, Entre Et les deux, je trouve. on a aussi les opportunistes ou un peu les gens pris par le FOMO, justement, pris par l'actu en se disant, tiens, là, c'est la crise côté Proche et Moyen-Orient. Peut-être que la crypto, c'est un peu comme l'or numérique au final, il faut en acheter. Et puis au final, on peut prendre en effet des mauvaises décisions. Ouais, Alors, exactement. ouais. Et justement, moi, les cryptos, je suis assez convaincu. J'ai du Bitcoin entre autres et j'en ai d'autres. Euh, Notamment via des options, il y a des choses à faire parce qu'il faut que vous sachiez une chose, c'est que l'ETF, par exemple, de BlackRock, IBIT, nous en France, on ne peut pas l'acheter. En revanche, et c'est là où le système est quand même, on marche un peu sur la tête parfois, vous pouvez faire des options sur cet ETF-là. Donc, vous pouvez très bien acheter des calls, acheter du put, vendre du call, vendre du put. Vous pouvez mettre en place des stratégies options sur ce sous-jacent-là. Donc, le sous-jacent étant l'ETF BlackRock IBIT, donc indexé sur le Bitcoin. Là, on a des configurations intéressantes. Quand on regarde par exemple le Bitcoin, on a une latéralisation depuis un certain temps. Donc évidemment, il a pris une grosse tolle. Euh, et en effet, comme tu le disais Christophe, on a l'impression qu'il joue un peu un rôle de peut-être. Alors valeur refuge, ça serait peut-être un peu exagéré quand même, vu ce qu'il a pris dans la tronche ces derniers temps, mais il y a des tensions et bon, il se comporte plutôt bien. Alors est-ce que certains se disent, bon, ben, vu que sur les actions c'est un peu compliqué, les indices c'est compliqué, on va aller entre guillemets s'amuser sur les cryptos, c'est possible aussi. En tout cas, là, d'un point de vue graphique, on a des impulsions. On a des impulsions. Là, j'avais mis une alerte ici. Moi, j'ai proposé d'acheter des cryptos sur le franchissement de ces niveaux-là. Donc, si on prend par exemple le Bitcoin, on a une impulsion haussière qui est déclenchée. Donc, un achat est tout à fait possible. On va avoir une zone de résistance ici un petit peu forte autour des 75-80 qu'il va falloir vite franchir. En tout cas, ça peut déjà constituer une zone d'allègement dans les 77-78. Ça peut être une première zone d'allègement. Et puis ensuite, pourquoi pas viser un retour dans cette zone-là. Pour l'instant, il y a encore de la marge. Parce que là, c'est un achat, on va dire, un peu contrarien, agressif, dans la mesure où on est sur une dynamique fortement baissière ces dernières semaines, ces derniers mois, mais il y a du mieux. Et les configurations que je trouve encore plus jolies, c'est sur l'Ethereum et le Solana, et notamment Solana. Moi, je trouve que Solana, on a une latéralisation qui est assez petite, qui est assez propre, et là, c'est pareil, on a l'impression que on est un petit peu dans les starting blocks. Euh, on pourrait avoir voilà, une impulsion haussière. Alors là, il y aura une zone autour des 105 à franchir rapidement qui peut constituer un premier objectif. Vous avez l'Ethereum qui est un peu dans la même configuration où on revient dans le haut de la zone. On va voir déjà un petit peu ce soir la tête des clôtures. Mais si demain on sent un petit peu de peps et qu'on a l'air de vouloir poursuivre, c'est l'occasion pour ceux qui sont restés un petit peu sur la touche, qui ont attendu un signal technique d'achat. Eh bien, là, il y en a un qui se met en place.
la situation, alors on verra si les choses se déroulent pareil, et j'aimerais, mais ça ressemble un petit peu à cette configuration-là. Nous, à ce moment-là, bon, on avait déclenché l'impulsion ici, bon, la réaction avait été incroyable. Je ne pense pas qu'il se passe la même chose dans la mesure où on va dire que l'élastique est un peu cassé sur les cryptos. Dans le sens où, il n'y a pas si longtemps, eh bien, on avait des mouvements d'une extrême violence, on avait une spéculation en outrance. Là, beaucoup ont pris quand même de sacrés tolls, vont avoir quand même des scrupules à y retourner. Donc, j'ai quand même des doutes sur le fait qu'on puisse avoir un mouvement comme ça d'une violence telle où en quelques heures, on a pris 40%. Mais en tout cas, on peut très bien avoir une hausse un petit peu plus solide et durable. En tout cas, là, il y a un regain, on sent qu'il y a un regain d'intérêt sur les cryptos depuis quelques temps avec des configurations graphiques qui sont intéressantes. Si je devais faire un classement, on va dire en termes de configuration graphique, de la plus belle, entre guillemets, à la moins jolie, bah, c'est un Solana, deux Ethereum, trois Bitcoin. Je trouve que le graphique Solana est vraiment joli, Ethereum bien, Bitcoin un peu moins. Mais bon, Bitcoin, c'est quand même le king des cryptos. Donc, à un moment donné, Quelqu'un nous dit dans le chat, bonjour, je vois un ETE, épaule tête épaule. un Tu la vois, ETE, moi je la vois pas. moi non plus. Déjà, un ETE, c'est sur un point haut. Point bas, éventuellement, une ETEI, épaule tête épaule inversée. Là, je sais pas, faut nous dire où est l'épaule, la tête, l'épaule. En tout cas, moi, il n'y a rien qui me saute comme ça aux yeux. Moi je voyais pas non plus. Bon, Bah non, je vois pas. pas grave. Peut-être qu'on aura d'autres précisions dans le chat. C'est Eric qui nous Bah, pose la question. Ah, alors attends, je vais regarder. Ok, bah, il nous dit ok, merci. Bon. alors, une ETE, c'est une figure de retournement à chercher sur un point haut. Là, étant donné qu'on est sur un point bas, ça ne peut pas être une ETE. Éventuellement, il manquait le I de ETEI, mais même là, je ne vois pas d'épaule tête épaule inversée. Ok, bah écoute, on peut Là, on a enchaîner un sur rectangle. la On a un rectangle, on a une latéralisation, on a un rectangle avec une tentative de sortie par le haut, Est-ce qu'on parlerait pas un peu du pétrole, Mathieu? si tu veux. Si tu veux, il s'est passé des choses sur le pétrole ces Parce que derniers il s'est passé temps. pas mal de choses. Alors, ce qui est amusant, oui et non, c'est que moi, je suis allé faire le plein d'une petite moto hier. Parce que moi, je roule pas mal en électrique à Paris, mais de temps en temps, ça m'arrive de me déplacer également avec du thermique. Et hier, je suis allé faire le plein et il y avait la queue à la station. Je me suis dit, tiens, les gens commencent un peu à paniquer. Bon, malgré tout, il y a eu pas mal de tensions là sur les cours. Ça a monté, ça a descendu, ça a corrigé, ça a remonté, ça a corrigé. Alors, à quoi il faut est-ce qu'on va aller sur les 100 dollars là sur le pétrole? Question bête et basique, hein, quand on regarde Honnêtement, la configuration. j'en sais rien. Là, quand on analyse bah, le pétrole, il faut se raccrocher à de la macro, il faut se raccrocher au contexte global en ce moment. La question, alors oui, on peut très bien avoir une poussée, revenir dans l'eau de la zone, on n'en est plus très loin, aller chercher par exemple les 90. Euh, Ce qu'on peut se dire, sans faire une discussion de comptoir, c'est que est-ce que le conflit actuel est de nature à durer? Je sais pas, j'ai pas l'impression quand même que l'Iran soit équipé pour tenir le choc pendant des mois, des années. Avant cet événement-là, le pétrole était plus bas. Donc là, il y a des tensions, il monte, c'est logique, là, ça se comprend. Est-ce que ce mouvement-là peut être solide et durable? Je me pose des questions. Moi, du pétrole, je n'en ai pas. Euh, je n'en fais pas. Vraiment, c'est quelque chose dont je m'intéresse très peu parce que c'est quand même un marché qui est très manipulé. Donc, il suffit que le cartel se mette d'accord sur des décisions, sur des productions, des trucs. Vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, moi, j'essaie de faire un arbitrage entre les différents actifs. Je considère que j'ai des probabilités de réussite qui sont mieux en faisant autre chose. Après, certains ont probablement acheté du pétrole sur les 50-55 parce qu'ils se sont dit on arrive sur un support, je pense qu'on va rebondir, bravo à eux. Moi, j'ai même pas cette frustration-là de me dire ah bah tiens, tu aurais dû en acheter parce que ça ne m'intéresse pas. Là, on va dire que d'un point de vue graphique technique, la configuration est plutôt pas mal. On est entre les mêmes bornes, point bas 50, point haut 90.
bon, bah, d'une manière, on va dire, assez basique, j'ai envie de dire, bah, pour l'instant, pourquoi pas continuer à évoluer. Si la situation dégénère, oui, on peut franchir, poursuivre à la hausse. Et si on a un apaisement, est-ce qu'on ne peut pas facilement revenir en arrière dans la zone 60-70? Moi, je trouve que une bonne manière, on va dire, de jouer le pétrole et pas que, une super boîte qu'on a chez nous, c'est Total. Total Énergie avec un S, où vous avez plein d'énergie, du pétrole, mais pas que. Bon, ben, moi, par contre, Total, c'est une valeur qui m'intéresse, que j'avais proposée il y a quelques temps, qui est très bien diversifiée, très, très bien gérée. Je préfère jouer ce biais-là par Total, ce qui me permet d'avoir une exposition à d'autres énergies aussi. Ok, très clair. On On parle un peut peu des parler de États-Unis. l'or et l'argent aussi, si tu veux. Allez, l'or, oui, l'or et l'argent, en effet, qui ont pas mal également bougé, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Et oui. Et là, on a une configuration graphique qui n'est pas terrible sur l'or. Euh, Justement, valeur refuge, on a des tensions, l'or se met à baisser. Est-ce qu'on n'est Alors, pas dans un bull trap, justement? bah, ça y ressemble un peu, ouais. Ça y ressemble un peu. On a des signaux d'essoufflement, des signaux techniques d'essoufflement sur l'or. Euh, En acheter sur repli, oui. En acheter sur ces niveaux-là, non. Et je trouve que la configuration là, avec un regain de tension, l'or qui baisse, c'est pas logique. Alors certains diront, oui, mais vu la progression d'avant, oui, ok, vu la progression d'avant, mais ça en est quand même normalement sur une valeur refuge, là, il y a des tensions, l'or se met à monter. Euh, et là, c'est pareil. Quand je vous disais tout à l'heure, j'ai d'abord des plans et puis ensuite je déroule. Cette zone-là, bleue, euh, elle n'était pas, allez, je ne l'ai pas dessinée a posteriori. Moi, c'est un niveau que j'ai proposé à mes clients, que j'ai joué pour moi, tout ça. En se disant, quand on était ici, quand on était point haut, je disais, bah, si on revient dans cette zone-là, on avait à ce moment-là la moyenne mobile 50, on avait une zone de pullback. Si on revient vers les 4005, c'est une zone d'achat. C'est comme ça que je l'exprimais à l'époque. Bon, ben, on y est allé. Donc après, c'est sûr qu'il fallait être placé. Si on n'est pas placé, ça ne dure pas longtemps, on fait trou d'air, on repart. Mais il y a une opportunité d'achat. Et quand je vous disais, ne succombez pas au FOMO, mais des replis, quel que soit l'actif, à un moment donné, il y en a. Et le truc, c'est que quand ça monte, vous en voulez. Et puis quand ça baisse, vous dégonflez. Vous vous dites, oh, ben, je vais attendre un petit peu. Et puis, il y a Tartampion, il a fait une analyse dessus. C'est peut-être pas si bon. Et puis, le contexte, il est pas si bon que ça. Oui, mais pour que ça baisse, il faut bien qu'il y ait un catalyseur. C'est pas tout va bien dans le meilleur des mondes. Et puis au final, le marché ou l'actif en question se met à baisser. Donc évidemment qu'il faut qu'il y ait des tensions. Et c'est là où moi, je déroge pas à mon plan. C'est que bah, là, j'ai fait mon analyse, j'ai l'intention d'en acheter. Le niveau d'achat, il est ici. Je me positionne à tort ou à raison. C'est-à-dire que ben là, quand c'est comme ça, c'est à raison, mais on peut très bien aller plus bas. Je me dis, bah oui, tu aurais mieux fait de t'abstenir, mais il n'y a pas de frustration. Le plan et on a eu exactement la même configuration sur l'argent où on a eu le repli. On a eu la zone ici d'achat, on n'a pas acheté au plus bas, on a acheté autour des 70. Derrière, on est allé chercher les 65. Mais c'est pareil, ça ne dure pas longtemps. Donc derrière, on a des mouvements d'une violence, mais impressionnante. On est sur un repli de 47%. Donc il y a de quoi, à un moment donné, se poser des questions, bien évidemment. Mais en acheter, par exemple, un petit peu, si on y retourne dans la zone, moi, je me positionnerais. Si on revient dans cette zone autour des 65, on aurait alors un double appui. Je me dis, pourquoi pas, on verra. Pourquoi pas tenter un achat dans cette zone-là et de jouer une poursuite et éventuellement une zone d'accumulation un petit peu entre 65 éventuellement et 95, quelque chose comme ça. Ok, on arrive à la fin du webinaire, puisqu'il est 20 heures. Déjà. Déjà, en effet, ça passe très vite. Peut-être un dernier actif que tu souhaitais. Ouais, une valeur que je vous invite à surveiller. Moi, je la surveille. Bon, vous connaissez probablement, donc Micron Technology. Vous avez la zone ici, super boîte, pas cher. Quand je vous disais les fournisseurs de pelles et de pioches pour l'IA, Micron, on est à fond dedans. Donc, c'est une boîte qui est pas chère, hein. C'est pareil, hein, quand on voit les valorisations stratosphériques de certaines valeurs.
Micron, c'est 10 fois, 10 fois les bénéfices pour les années à venir. Donc, on est sur des valeurs quand même qui sont pas chères. Alors, j'ai hésité à en acheter hier lorsqu'on était dans cette zone-là, autour des 367. Je suis resté un petit cran en dessous en me disant, bon, allez, justement, essaye de profiter de la nervosité ambiante pour essayer d'optimiser un petit peu. Mais si on revient, et le super trend dont on parlait tout à l'heure a tenu notamment dans cette phase-là, j'essaie de gratter ça, tort, à raison, on verra, l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, c'est le genre de plan qu'il faut que vous établissiez. Des belles valeurs qui sont dans la bonne thématique, avec une narrative porteuse, une configuration graphique technique intéressante. Et c'est pour ça que tout à l'heure, aux questions sur Dassault, je suis même étonné de ne pas avoir une question sur Stellantis, sur toutes ces boîtes qui se sont fait dessouder. Franchement, vous perdez votre temps. En tout cas, vous perdez votre temps et vous immobilisez du cash pour pas grand-chose au final. Donc, allez plutôt sur des thématiques porteuses. La dernière fois, je vous parlais de l'ETF TAN, Invesco Solar ETF. Bon, bah, et là, c'est pareil, on se pose la question d'en reprendre. Lorsqu'on en parlait ensemble, on était peut-être autour des 50, on est passé autour des 60, on revient un petit peu en arrière. Ça, c'est pareil. Le solaire, c'est une thématique du présent, c'est une thématique de l'avenir. De l'énergie pour l'IA, il en faut. Le solaire est une réponse à court terme qui est très bonne. À moyen long terme, c'est le nucléaire, tout ça. Mais à court terme, le solaire est est une énergie très intéressante. Vous lisez des travaux d'Elon Musk ou des déclarations d'Elon Musk. Bon, bah, évidemment, à terme, sa vision des choses, c'est les data centers sont dans l'espace, alimentés par des panneaux solaires et qui capteront l'énergie donc du soleil. Bon, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, vous voyez la direction vers laquelle on va. Donc évidemment qu'investir, et quand vous regardez ce qui s'est passé précédemment, là où on avait eu une bulle qui s'est fortement dégonflée, les choses se sont assainies, des boîtes qui ont trop investi, mal géré, ont disparu, et puis tout s'est assaini, et depuis on est sur une hausse lente encore que régulière, on est sur un mouvement quand même assez puissant. Donc c'est ce genre de choses-là qu'il faut que vous alliez chercher, privilégier les thématiques, sortez un petit peu des sentiers battus, les valeurs qui se sont cassées la gueule, elles sont pas chères, machin, oui, mais personne n'en veut. Moi, j'attends que les autres en veuillent. J'ai pas envie d'être le pionnier, le premier sur ces valeurs-là. J'attends que les autres en veuillent et puis après, je reverrai ma copie. Mais des valeurs dont personne ne veut actuellement, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie d'acheter une valeur uniquement parce qu'elle est pas chère. Ça ne m'intéresse pas. Ça. Ouais, ça, c'est en effet très, très important, en effet, ce que tu dis. C'est pas parce qu'une valeur n'est pas chère qu'elle est intéressante à acheter. Écoutons, ce sera le mot de la fin. En tout cas, on a bien compris le plan, rien que le plan. On Ouais. respecte le plan de A à Z. C'est ce qui permet de durer en trading. C'est ce qui permet également de préserver l'outil principal, c'est-à-dire le capital. Mm. Et puis, bah, voilà, c'est pas parce qu'en effet, on traverse une zone de turbulence actuellement sur les marchés qu'il n'y a pas d'opportunité, qu'il faut néanmoins, donc, comme on l'a vu, et je le répète, respecter le plan et pas céder justement aux FOMO. En tout cas, merci Mathieu ce soir pour ces éclaircissements. C'était passionnant, comme d'habitude. Comme je vous disais, si vous avez loupé le début, vous pourrez nous retrouver donc dès demain sur la chaîne YouTube d'IG. Mathieu, on te retrouve donc régulièrement sur BFM tous les mercredis. C'est à quelle heure d'ailleurs le mercredi? C'est 9h30? C'est à 9h15, tous les mercredis à 9h15. 9h. Ouais. Le lundi sur TV Finance aussi, on fait la semaine à 9h pour l'ouverture, on fait la semaine ensemble. Et puis sur les réseaux, notamment Twitter, j'essaie de monter un petit peu en puissance sur les réseaux. C'est pas quelque chose de naturel, les réseaux sociaux, pour moi, parce que je suis tout le temps sur les marchés. Donc, moi, ma passion, c'est l'investissement, c'est les marchés, c'est la recherche, vous l'aurez bien compris. Mais j'essaie d'être présent sur les réseaux. Et puis, si vous voulez nous rejoindre, j'ai un canal Circle où je propose des choses. Je suis pas tout seul, hein, j'ai une équipe avec moi. On propose des choses, on fait de la recherche, on partage de la macro, on partage des idées. Tout le monde peut proposer des choses aussi. Donc, ouais, on essaye de faire avancer les choses et de vous transmettre de notre passion, des idées et un comportement adapté à de l'investissement pour durer dans le temps. Je remettrai d'ailleurs sous la vidéo sur YouTube la totalité de tes réseaux et les moyens pour te contacter. Ouais, Merci merci. beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir une nouvelle fois participé à ce webinaire. Je vous donne rendez-vous moi la semaine prochaine. Ce sera jeudi prochain et je serai en direct avec Marc Daguerre pour la suite du webinaire donc sur l'analyse graphique. On avait vu comment débuter en étant débutant et comment lire un graphique de A à Z. On enquille donc sur le numéro 2 la semaine prochaine.
Donc jeudi cette fois-ci, non pas mercredi, donc de 19h à 20h. Merci Mathieu, à bientôt. Allez, merci à tous. Salut Christophe, salut à Salut. tous, bonne soirée.